يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chers téléspectateurs, fidèles des rendez-vous économiques d'Al24 News, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans les pros de l'écho pour parler économie de l'entité sioniste, car l'actualité le commande encore une fois. La bande de Reza, comme vous le savez, subit un génocide de la part de l'entité sioniste depuis le 7 octobre. Une économie sioniste, justement, qui vacille avec des indicateurs dans le rouge, qu'il s'agisse de valeur du shekel, de confiance des investisseurs, la situation des entreprises ou encore celle des employés. Bref, ça va mal et plusieurs rapports l'indiquent, à commencer par ceux qui ont chiffré le coût de la guerre menée contre Reza et à leur tête le ministère des Finances israélien. Selon ses premières estimations, dit-il, et dans le meilleur des cas, les dépenses devraient atteindre les 50 milliards de dollars, soit 10% du PIB. Dans un deuxième temps, nous parlerons de la campagne BDS qui renaît et qui fait bouger les lignes. Les appels massifs au boycott des marques qui financent ou soutiennent le massacre à Reza prennent de l'ampleur et inquiètent pas mal d'entreprises, notamment dans le secteur de la restauration et la grande distribution. L'économie sioniste victime d'un effet boomerang du génocide sioniste contre Reza. Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Pour mener à bien le débat ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau des pros de l'écho Boubkal Selami. Vous êtes expert international en économie, mais également fiscaliste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, bonsoir. Sera également avec nous en direct par téléphone Mahfoud Kaoubi, également expert international en économie. Merci d'avoir veillé si tard pour être avec nous, Monsieur Kaoubi. Merci pour l'invitation et un grand salut à mon ami Selami. Très bien, alors avant de plonger dans le débat, zoom sur les chiffres négatifs, on disait, enregistrés par l'économie de l'entité sioniste au mois d'octobre, dans ce sujet préparé par la rédaction des pros de l'écho. 18 milliards de dollars de pertes prévues en quelques jours seulement. L'économie de l'entité sioniste accuse le coût d'une guerre génocidaire contre la Palestine, soit 3,5% du PIB, des chiffres avancés par le ministère des Finances israélien. Des pertes colossales et des faillites à la chaîne menacent l'économie sioniste. Le coût direct de l'agression barbare contre Gaza coûterait dans les 246 millions de dollars par jour. L'agence de notation Standard & Poor's a même abaissé la note d'Israël de stable à négative, alors que le gouvernement sioniste envisagerait déjà d'augmenter son budget pour 2024. Dans les détails, la situation financière des 5 premières banques de l'entité sioniste s'est avérée plus vulnérable que prévu. Leurs actions accusent des pertes de 20% avec un recul de 6% au niveau de leur indice selon la bourse d'Israël. Mais ce n'est pas tout. La bourse de Tel Aviv a perdu près de 12% depuis le début de l'agression contre la Palestine, tandis que le shekel, monnaie de l'entité sioniste, est tombé à son plus bas niveau face au dollar depuis 10 ans. Cette conjoncture démontre encore une fois l'extrême friabilité de l'entité sioniste, dont les craintes liées à l'investissement atteignent la main-d'œuvre réduite, mais aussi le monde des IDE. Des centaines de milliers de réservistes ont été appelés pour participer au génocide contre Gaza, laissant un trou béant dans la main-d'œuvre et perturbant les chaînes d'approvisionnement des ports, mais aussi de la grande distribution. Par ailleurs, les investisseurs étrangers ne se bousculent pas au portillon d'une économie qui n'offre aucune garantie de stabilité. Alors messieurs, avant d'avoir votre opinion sur la situation de l'économie israélienne, j'aimerais d'abord que nous disions un mot sur la valeur du shekel. Un graphique va s'afficher sur votre écran, justement, monnaie de l'entité sioniste, le shekel, qui est tout simplement l'une des plus faibles monnaies du monde en 2023, avec moins 13%. Cette monnaie se niche entre le peso chilien et le rouble
russe, Boubkal Selami. 2 jours seulement après le déclenchement de l'opération Déluge Al-Aqsa, c'est-à-dire le 9 octobre, la Banque centrale de l'entité sioniste a annoncé qu'elle vendrait jusqu'à 30 milliards de dollars de devises étrangères pour défendre le shekel et fournirait 15 milliards de dollars de liquidités au marché via des opérations de swap. Ma question, pourquoi, selon vous, le shekel est à ce point sujet à une extrême volatilité sur les marchés financiers? Oui, premièrement, c'est une économie qui n'a pas de règles économiques réelles. Ouais. C'est un pays qui a été construit durant 70 ans sur un territoire acquis sur la base d'un acte contre nature. Ils ont acheté un territoire. Donc, ils n'ont pas un État réel, une économie réelle. Le shekel, c'est toujours été soutenu par les aides et les apports des Juifs qui vivent... la diaspora juive. Bien sûr, ouais, la diaspora, les Sayanim, les Juifs qui vivent partout au monde. Donc, Israël, c'est un pays qui vit et qui a vécu toujours dans la peur. Donc, ce n'est pas une économie basée sur des valeurs réelles, des richesses, mais sur l'apport des Juifs qui apportent de l'argent, surtout pour avoir ce territoire qui ne leur appartient pas. Donc, à partir du moment que vous n'avez pas une économie réelle, donc à chaque fois, vous faites des actions pour maintenir et garder cette image d'un État fort, alors que c'est un État bâti sur les aides des Occidentaux, les États-Unis, l'Europe, qui ont un intérêt commun. Donc Israël, pour eux, c'est un poste avancé pour défendre leurs intérêts. Oui. Donc ils font le maximum pour garder cette image, cette belle image d'un pays fort, alors que c'est un pays qui a été créé en 1948. Donc la valeur d'une monnaie ne se donne pas de cette manière. La valeur d'une monnaie vient d'une économie forte. Donc, premièrement, il y a l'insécurité. Israël vit toujours dans l'insécurité parce qu'elle est toujours en guerre avec les Palestiniens. Donc, il y a une peur par les investisseurs, par les Israéliens qui travaillent. Donc, la plupart des entreprises, c'est des entreprises filiales des multinationales qui ont créé ces filiales en Israël. C'est juste pour donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, une image d'une économie forte. Donc, même la monnaie d'Israël, ce n'est pas une monnaie qui a une valeur réelle en production, en valeur ajoutée, en échange. C'est surtout des relations d'intérêt commun avec certains cercles et des lobbies qui ont donné cette force à l'économie israélienne. J'aimerais également avoir votre avis avant de vous poser une deuxième question, Mahfouz Kaoubi, sur cette volatilité à laquelle est sujette cette monnaie de l'entité sioniste. Tout d'abord, il faut signaler que d'habitude, la monnaie de l'État sioniste affichait une stabilité assez remarquable. Mais la guerre est là pour produire les conséquences que l'économie n'est pas toujours n'accueille pas toujours d'une manière positive. Donc moins 13%. En 2023, oui. Oui, une fluctuation à la baisse qui démontre une situation d'instabilité déjà économique préalable au déclenchement de la guerre et donc qui faisait que les marchés financiers répondaient de manière systématique à cette incertitude qui planait sur l'économie de l'entité sioniste durant 2023, mais c'est surtout la situation post-déclenchement de la guerre qui a noté et qui, comme vous l'avez si bien présenté, malgré les 2 grandes interventions du gouvernement, en rachetant et en faisant une opération de swap, et puis malgré tout le soutien affiché par le système financier international pour donner cette illusion
de situation transitoire et qui paraît maîtrisée. Donc, malgré toutes ces actions, le shekel est en train de perdre du terrain et risque, en cas de prolongement de la situation actuelle, de perdre encore de la valeur dans les mois à venir. Mahfoud Kaoubi, hormis les opérations militaires d'une ampleur telle que affiche un bilan, nous le rappelons, nous ne le rappellerons jamais assez, de 10 500 martyrs, plus de 10 500 martyrs, 10 569 exactement à l'heure où je vous parle, c'est un bilan provisoire, en un mois seulement. Quels pourraient être les principaux facteurs, donc hormis ce facteur-là, qui affaiblissent à ce point l'économie de l'entité sioniste selon vous? Bon, la situation de guerre n'est jamais favorable sur le plan économique. Donc le prix à payer dans une situation de guerre est énorme. Et l'entité sioniste, comme toute autre économie, est en train de payer le prix de la bêtise humaine, celle de ne pas privilégier le règlement sans faire appel aux instruments militaires à tout conflit. Oui, ce n'est pas le style de l'entité sioniste, on peut l'affirmer. Oui, malheureusement. Tout à fait. Mais maintenant, le prix est énorme. Vous l'avez très bien présenté, donc 50 milliards de dollars dans cette deuxième réévaluation. Oui. Parce qu'il faut juste rappeler qu'une première évaluation fixait 25 à peu près, le coût de financement direct, il faut le rappeler aussi, à 28 milliards de dollars, parce que l'entité sioniste pensait maîtriser dans le temps et dans l'espace cette opération, qui se trouve que cette opération est en train de prendre du temps et qu'elle risque que le coût du financement de cette opération passe de 28 à 50 milliards de dollars. Un coût direct que l'entité doit financer de façon budgétaire et qui se traduira par un déficit budgétaire prévisionnel pour 2024, avec une perte en matière de croissance de plus de 11%, une fluctuation à la baisse des marchés financiers et des marchés boursiers de plus de 12%, et avec une mise en difficulté des secteurs les plus importants qui tiraient la croissance de l'entité sioniste, à savoir le secteur des nouvelles technologies et des télécommunications, le secteur financier, justement, le secteur du bâtiment qui a vu tous les investisseurs étrangers déjà installés quitter le pays, asiatique principalement, même de la main-d'œuvre. Le secteur du tourisme, qui, il faut rappeler, constitue 3% du produit intérieur brut, et tous les secteurs de la logistique et des services qui entourent le secteur du tourisme. Le secteur de l'agriculture est en train de souffrir actuellement, alors qu'il représente une bonne partie, donc c'est pratiquement 7% du PIB sioniste, qui se situe à 520 milliards de dollars, le PIB bien sûr, et le secteur de l'agriculture qui est en train de souffrir dans cette période de récolte des agrumes plus particulièrement, qui faisait appel à la main-d'œuvre palestinienne principalement, mais aussi à la main-d'œuvre étrangère et qui est en train de souffrir actuellement. Vous voyez, le prix à payer est celui-là. L'État sioniste est en train de payer cash sa manière de régler les différends et cette manière de privilégier ses prétentions expansionnistes, contrairement à ce qu'il a toujours présenté comme un pays qui était en situation de l'agresser alors qu'il est le principal agresseur. Très bien, Mahfoud Kaoubi. Alors, Poub Kelslami, justement, en juste titre, peut-être, Mahfoud Kaoubi a parlé de ces secteurs qui tirent vers l'avant, en quelque sorte, l'économie de l'entité sioniste, à commencer par celui des hautes technologies,
qui représente 18% du PIB de l'entité sioniste, est désormais à l'arrêt, ce secteur, en raison des 300 000 jeunes ingénieurs enrôlés dans l'armée d'occupation et qui sont mobilisés. Combien de temps une économie telle que celle de l'entité sioniste, qui ne semble pas être pragmatique face à ce que exige la machine de guerre sioniste en termes de financement et en termes de mobilisation financière, combien de temps peut-elle tenir à ce rythme des pertes? Oui, c'est vrai. Il y a à peu près 300 000 employés et travailleurs, et même il y a des réservistes qui travaillent pour leur compte. Donc le manque, il est très important. Si on parle de 10 millions ou 9 millions et quelques, entre 9 et 10 millions de citoyens, 300 000 personnes, c'est un pourcentage très important, c'est un nombre important. Donc imaginez 300 000 postes ou 200 000 ou 250 000. Donc c'est un vide, c'est un grand vide pour l'économie, pour la main-d'œuvre, pour les cadres qui assurent des postes importants, surtout que c'est un secteur très sensible. Oui. C'est un secteur très sensible qui représente, comme vous l'avez dit, 8%, 8 et quelques. 18% du PIB, oui. Donc, et en matière d'emploi, je crois que c'est 8%. Donc, oui. En plus de ça, il y a les Palestiniens qui ont été expulsés vers le sud de Gaza. Donc, oui. Le nombre aussi est important. Premièrement, il y a des salaires qui vont être alloués à ces personnes, alors qu'ils ont quitté déjà leur poste. Oui. Donc, il y a le montant, il est important. Le montant à débourser pour la guerre. Combien de temps? Je pense que déjà Israël, elle est en difficulté. La question reste posée jusqu'à la réponse qui est jusqu'à combien de temps les parties ou la source de financement d'Israël, je parle de financement extérieur. Les États-Unis, chaque année, elles donnent quelques 10 à 12 milliards comme aide à Israël. Il y a un budget supplémentaire qui a été demandé par Joe Biden, au Sénat américain, budget de 14,6 milliards de dollars supplémentaires. Et il y a aussi les entreprises, les grandes multinationales. Donc si on parle par exemple de l'SAP, qui est une grande multinationale allemande, qui parmi les premières éditeurs de logiciels, qui assure les logiciels. Malheureusement, presque tous les pays arabes, y compris l'Algérie, cette compagnie, cette multinationale, elle a un marché très important. Et le plus grave, c'est qu'ils détiennent des plateformes importantes et des données qui concernent parfois la sécurité de l'entreprise et de quelques administrations. Donc, tant qu'il y a ce financement, tant qu'il y a le financement aussi des Sayanim, des Juifs, je pense qu'Israël, depuis l'histoire de l'occupation de la terre de Palestine, ont toujours vécu cette situation. L'intifada de 2000 aussi a coûté beaucoup d'argent à Israël. Donc je pense qu'avec les demandes de cessation du feu et d'arrêt de ce combat à travers des dépôts de plaintes devant le tribunal international, je pense que la situation va se reverser en faveur des Palestiniens. Et je pense que cette intifada ou cette guerre va durer longtemps quand même. Et je pense que ça va mettre la situation d'Israël en situation très difficile. Très bien, Boubkal Selami. Mahfouz Kaoubi, l'entité sioniste tente de le cacher, mais son économie se nourrit grandement de l'économie et de la main-d'œuvre palestinienne. Elle en contrôle le commerce extérieur, les impôts, les finances publiques, mais également la monnaie. Elle exerce depuis 30 ans une emprise, on peut le dire, sur l'économie palestinienne qui, en s'affaiblissant pour cause de génocide commis contre Gaza actuellement, mais aussi des crimes commis en Cisjordanie. Cela affecte logiquement l'économie israélienne. Oui, tout à fait. Donc,
une économie qui se nourrit pratiquement en mettant sous perfusion donc la Palestine, que ce soit le Gaza, que ce soit la Cisjordanie, et qui se retrouve, parce qu'il faut rappeler que la main-d'œuvre bon marché palestinienne est une main-d'œuvre qui représente le plus gros de l'emploi dans le domaine du bâtiment et dans le domaine des travaux publics, mais aussi et surtout dans le domaine de l'agriculture. Ceci dit, donc, et puis l'État sioniste prélevait une bonne partie des transactions, des transferts financiers qui parvenaient à Gaza et à la Cisjordanie en matière d'aide qui provenait des États arabes et islamiques principalement, mais aussi tout ce qui est impôts et taxes de passage, dans la mesure où Gaza et la Cisjordanie étaient pratiquement sous une situation d'embargo. Notamment Gaza qui est sous blocus depuis 2008. Tout à fait. Donc c'est l'entité sioniste qui distillait donc tout le passage des aides, parce que tout simplement Gaza vit principalement des aides qui parviennent de l'aide internationale. Et là, encore une fois, dans une situation pratiquement d'apartheid, l'entité israélienne ne s'empêchait pas de prélever taxes de passage, droits, frais de transfert, et pour asseoir une situation de dépendance totale qui faisait qu'en matière d'alimentation, en matière d'énergie, en matière d'éléments fondamentaux de la vie, les Gazaouis et les Palestiniens de la Cisjordanie dépendaient pratiquement à 100% de ce que fournissait l'entité israélienne en énergie, en eau, mais aussi de ce que l'entité israélienne contrôlait et distillait au compte-gouttes. D'ailleurs, des rapports affichent clairement que même les quantités étaient évaluées en calories nécessaires, permettant le minimum en matière d'alimentation, etc., aux Gazaouis. Donc, ce qui nous rappelle des situations moyenâgeuses, ça nous rappelle Marx et cette histoire de logique féodale, de salaire permettant juste de reproduire la force de travail. Vous voyez, la situation est tellement complexe que le conflit actuel est en train de mettre à nu et de divulguer au monde entier la réelle situation que l'entité sioniste a toujours essayé de cacher en manipulant les concepts et en instrumentalisant des médias à la solde systématique d'un régime d'apartheid qui ne respecte ni les principes élémentaires de la vie et de l'humanité, ni actuellement les accords de Genève relatifs à la guerre, ni donc le droit international. Le droit international. Ouais. Et l'on peut donc bien sûr en conclure qu'en affaiblissant l'économie palestinienne, l'entité sioniste se tire une balle dans le pied. Boubacar Slamy, dernière question avant de passer justement au deuxième sujet des pros de l'écho ce soir. Alors, en janvier 2023, le cabinet de sécurité du gouvernement Netanyahou avait ainsi décidé de transférer, écoutez bien, 37 millions d'euros sur les taxes douanières que l'entité sioniste perçoit pour le compte du gouvernement palestinien, comme on le disait, alors à des familles israéliennes et de retenir d'autres fonds. Cela vous donne une idée justement sur la nature des financements du gouvernement
sioniste qui n'hésite pas à gratter les quelques millions d'euros que cette économie palestinienne, au demeurant précaire, tente justement d'avoir à travers les aides internationales principalement. Bien sûr. Pour Israël, il n'y a pas de règle. Avec les Palestiniens, il n'y a pas de règle. La preuve, elle est là. Les bombardements qui n'épargnent ni hôpital, ni école, ni mosquée, ni rien. Alors là, pour les financements, ça, c'est la nature des Israéliens. Donc, moi, j'ai dit tout à l'heure que le financement pour Israël, peu importe le moyen et la source de financement. C'est l'objectif qui est le plus important. Donc, les Palestiniens n'ont aucun droit. Ni au financement, c'est vrai, c'est des miettes qui sont données par Israël, quoique normalement c'est des règles et c'est des principes qu'elle doit respecter. Mais malheureusement, Israël n'a pas de règles. Ça, c'est un point parmi d'autres points. Il y a les richesses, il y a les ressources palestiniennes, il y a la terre. Donc, pour Israël, le sabotage de la pêche, le sabotage de l'exploitation peut-être des réserves de Reza en gaz, des réserves offshore qui ont été prouvées, mais également l'agriculture, le sabotage de la saison de la moisson, notamment en ce qui concerne l'oléiculture qui a lieu actuellement. Oui, ils ne laissent rien. Leur objectif final, c'est éradiquer les Palestiniens, c'est clair. Donc, pour les richesses des Palestiniens, pour les terres, pour l'agriculture, pour tout ce que possèdent les Palestiniens, pour Israël, ça, il n'y a pas une force qui peut dire à Israël faire ou ne pas faire. Ça, c'est une règle. Donc, vous voyez, il y a des milliers, on y a combien de milliers de personnes, des enfants. Personne n'a levé la main pour dire non à Israël. C'est juste des communiqués et ça s'arrête là. Donc, dans une situation pareille, je ne pense pas qu'Israël va arrêter à même exterminer le peuple palestinien. Donc les richesses, c'était le problème, c'est qu'on tue les Palestiniens. Donc, pour les finances, pour les richesses, ça, c'est secondaire. On ne va pas se gêner. D'autant plus qu'on vient de le démontrer, l'économie israélienne. Quand on parle d'Israël, on ne parle pas de règles, ni de principes, ni de pactes, ni de conventions. Allez, ouvrons à présent le dossier de la campagne BDS qui occupe tous les esprits, notamment chez certaines entreprises, dont le soutien avéré est démontré à l'entité sioniste et à sa politique d'implantation de nouvelles colonies. Est connue de tous, Mahfoud Kaoubi, une célèbre marque, sans la citer, bien entendu, américaine, de restauration rapide. J'imagine que vous pouvez la deviner. À travers sa franchise israélienne, a déclaré qu'elle fournissait des repas gratuits à l'armée d'occupation sioniste. Une déclaration qui a poussé la maison mère, donc aux États-Unis, à publier un communiqué disant qu'elle ne soutenait aucune partie dans ce qu'elle a appelé un conflit. Que faut-il en penser ? La marque se ravise après un soutien direct, frontal les premiers jours et après une participation à la réaction de quête et de participation financière au soutien de l'action de l'entité sioniste dans sa guerre, celle du mal, du bien contre le mal, entre guillemets, celle des démocrates contre les barbares. Donc, cette marque, à l'instar d'autres, dans le domaine du prêt-à-porter, dans le domaine de la haute couture, dans le domaine des parfums, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des médias, dans le domaine de la communication, dans le domaine financier aussi, ont toutes marqué leur soutien, d'ailleurs habituel, mais cette fois-ci, ils l'ont fait d'une manière très marquée et très, très agressive. Très directe, peut-être ? Tout à fait, très, très agressive. Ils n'ont pas affiché. Et d'importantes sommes d'argent. D'ailleurs, les premiers jours, plus de 2 milliards de dollars de dons, d'aide en parvenu aux
banque et de l'entité sioniste en guise de solidarité. Donc, les marques sont affichées sur l'écran. Et cela démontre surtout cette organisation mise en place depuis déjà plus d'un siècle par une entité qui a dans sa stratégie un code ADN basé sur le lobbying, basé sur les logiques d'infiltrer les systèmes et le réseautage pour influencer les opinions, influencer les grandes forces politiques, même au niveau des États-Unis comme en Europe. D'ailleurs, sur les 400 plus grandes entreprises en termes de richesse et en termes de moyens financiers aux États-Unis, plus de 170 entreprises sont des entreprises qui participent activement et de manière très régulière au financement de l'entité israélienne et à son projet d'expansion, pas seulement en Palestine, mais le projet inscrit dans le protocole de l'État sioniste, celui de réaliser l'État d'Israël, du Grand Israël. Ce qu'il appelle le Grand Israël, oui. S'étendant, donc la terre d'Abraham, s'étendant de la Mésopotamie jusqu'au Nil. Donc, vous voyez que cette logique n'est que ce qui s'est fait durant ce mois d'octobre et les premiers jours du mois de novembre ne font que mettre à nu ce qui se fait d'une manière habituelle, régulière, et que, à la différence de ce qui se faisait avant, ces entreprises affichent avec une arrogance et affichent de manière très claire ce financement dans une guerre qui n'est pas du tout équitable, qui est en réalité un génocide et qui est présenté par les médias occidentaux dans cette approche propre à un ordre mondial en déperdition, le monde unilatéral, qui se donne le privilège et le monopole de déterminer ce qui est mal et ce qui est bon, ce qui est barbare et ce qui est démocrate, alors que les images sont en train de montrer que la barbarie est l'émanation de cette entité sioniste qui est financée par des grandes entreprises se présentant comme des entreprises respectant la démocratie. Alors, quelle démocratie et quel droit humain? Très bien, Mahfoud Kaoubi. Et justement, le mouvement de boycott appelé BDS a publié une liste de 250 marques en appelant à leur boycott immédiat. L'écho de cette campagne peut dépasser justement les simples transactions commerciales. Vous allez le voir à l'image, les dockers du port de Barcelone ont refusé cette semaine de manipuler du matériel militaire destiné à l'entité sioniste en soutien à Gaza. Le syndicat des débardeurs du port de Barcelone a appelé à la protection des populations civiles dans les zones de conflit à la suite d'une décision similaire prise par les syndicats des transports belges la semaine dernière. Boubkal Sellami, quelle est la force et la portée réelle d'une telle campagne de boycott? Est-ce que ça peut pousser justement les entreprises qui les subissent à changer de position, selon vous? C'est une campagne de boycott des consommateurs. Oui. Peut-être ça va apporter un plus, une force de pression sur ces entreprises. Mais ces entreprises existent partout au monde, même dans les pays arabes, des pays musulmans. Donc, c'est ça le problème. Le boycott, ça peut durer, mais jusqu'à quand on peut boycotter et quel est l'impact, quel est le résultat? Il y a une étude qui a été faite dernièrement qui a défini une liste de banques
de banques françaises et autres, qui transfèrent des montants à Israël, qui aident Israël pour la création de colonies. Voilà, des colonies. Donc il y a des entreprises, des multinationales. Donc ça nous donne l'image réelle de ce réseau, le réseau d'Israël. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose à travers le boycott des consommateurs? Parce qu'il y a, c'est vrai, il y a le boycott du consommateur, mais il y a un autre travail qui doit être fait au niveau des gouvernements, des institutions, des organisations officielles. C'est vrai, on boycotte, c'est vrai. Mais est-ce que boycotter, est-ce qu'il y aura un nombre important de boycotts qui peut faire mal à ces groupes, qui peut impacter leurs résultats, leur chiffre d'affaires, leur existence? Mais il faut, je pense, à mon avis, il faut des actions plus courageuse. Le boycott, oui, c'est vrai. Vous pensez à couper le gaz et le pétrole, notamment aux pays qui soutiennent? Je pense qu'il faut aller le plus loin possible. Oui. Pourquoi pas? Ils utilisent les moyens financiers et économiques. Ça fait mal de savoir que des sociétés, des groupes de renommée internationale, oui. On connaît tous certaines marques, oui. On travaille avec, mais ils utilisent leur travail commercial dans un intérêt de guerre ou pour aider un État qui... À exterminer un peuple. Pour exterminer un peuple. Ça, c'est très grave. Très bien. Merci, Moubkar Sellami. Je rappelle que vous êtes expert international en économie, également fiscaliste. Merci à vous également, Mahfoud Kaoubi, vous êtes également expert international en économie. Vous étiez en direct avec nous par téléphone. Mesdames et messieurs, c'est la fin des pros de l'écho. En espérant vous retrouver dès la semaine prochaine dans de meilleures conditions. Courage au peuple de Gaza. Vive la Palestine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.